pour la première interview de Contemporary Talents. Nous vous présentons une pionnière dans la résine synthétique, une grande figure du XXe qui a été représentée en galerie, en France, à l'étranger, sur des salons aussi internationaux. C'est l'artiste Monique Rosanès. Monique, bonjour. Bonjour Valentine, je suis heureuse de te recevoir là dans mon antre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton travail, ton art? Explique-nous un petit peu. Écoute, c'est simple et pas simple. Bon, si tu veux pouvoir réaliser ces sculptures que tu vois, il faut beaucoup de temps et beaucoup de matière et beaucoup de travail. Donc, je suis aidée pour ce travail-là avec une jeune femme qui fait le polissage et Dominique qui est mon assistant et qui travaille beaucoup. Quelles sont les étapes de réalisation? Est-ce que tu peux nous dire, sans rentrer vraiment dans les secrets de la réalisation? Au départ, je dessine. J'ai un carnet où je fais des croquis. Sur ces croquis, je fais après, je découpe, si tu veux, les éléments qui vont rentrer dans la sculpture. Donc, je découpe des morceaux, je fais le dessin, si tu veux, et on fait un moule. Un moule, on le fait, je vais te montrer. On va passer à l'intérieur, entrer. Voilà des éléments qui ont été découpés pour faire une sculpture. Alors, il y a de la matière transparente, il y a de la matière noire, il y a de la matière opaque, il y a les deux. Qu'est-ce qui t'a amené à la résine? J'ai commencé sur la résine parce que moi, j'ai fait les arts décoratifs à Paris. Et à Paris, j'ai eu la chance de travailler, d'avoir si tu veux, comme une bourse pour aller à Saint-Gobain travailler les matières. Et alors, à Saint-Gobain, j'ai appris à manier la résine polyester à l'époque. Donc, la résine polyester, c'est une résine transparente. On polymérise avec des catalyseurs. Voilà ce que je faisais à l'époque. Il me reste un truc de... Donc ça, on peut dire que c'était première création. Les premières choses. Vous voyez, plein de poussière, mais c'est pas grave. vous voyez. Donc, voilà. On se rend compte un petit peu. Ouais. Donc ça, on dira que c'est la première étape. C'est la première étape. De ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Si tu veux, je sais ce que je vais faire, mais ça peut évoluer. C'est-à-dire que je fais souvent des blocs. Là, tu en as un, là, qui sont là, tu vois, qui ont été travaillés, mais que je vais retailler, voilà. Vous voyez, par exemple, voilà, un bloc qui a été fait dans une chose comme ça, dans une caisse comme ça. Je taille et j'incorpore dans des nouvelles sculptures. Si tu veux, la sculpture, on peut pas dire qu'elle se fait comme ça. Donc, on crée des blocs. Alors, je crée des blocs de couleurs, des blocs transparents, des blocs... et après, je taille dans ces blocs les éléments qui vont rentrer dans ma sculpture. C'est des plaques qui étaient... de polyester. Non, mais qui étaient sur socle. Comment elles étaient présentées, ces plaques J'ai les acheté des grandes plaques. Comme ça. Et j'avais une machine, cette machine que tu vois derrière, là, cette-ci. Je taillais. Je taillais et puis je brûlais. Voilà. C'était tout simple. Mais, enfin, il fallait quand même avoir un sens esthétique pour que ce que tu brûlais ne devenait pas horrible. Voilà. Donc voilà, ça c'était les premières choses. Puis après ça a évolué. Après j'ai commencé à faire des sphères. Après les sphères, j'ai fait des stèles. Et là, vous avez quand même le résultat des dernières choses que je fais. Ce sont ces sculptures-là qui sont à l'entrée. Donc, les grands totems qu'on voit là-bas. Venez voir, là. Qui sont les toutes dernières sculptures que j'espère présenter, là, au mois de mai, à la galerie Yves Gastou. Voilà, ces sculptures-là. Donc vous voyez, la galerie Yves Gastou, qui est une importante galerie dans le 6e, c'est ça, à Paris? Dans le 6e, rue Bonaparte. D'accord. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment les dernières sculptures. Surtout celle-là, la noire, vous voyez, que je vais appeler le soleil noir. Et que j'aime beaucoup parce que c'est toujours la dernière, on aime toujours plus la dernière. L'inspiration, elle est très variée. Si tu veux, j'arrive à avoir un âge certain, donc des inspirations, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Tu vois, j'ai voyagé beaucoup, j'ai quand même vécu en Argentine, j'ai connu toute l'Amérique latine. Donc l'Amérique latine, tu as de la montagne, tu as la mer, c'est un pays, il y a 7000 kilomètres d'un bout à l'autre du pays, donc tu as beaucoup de paysages très différents, tu vois.
Donc des images, il y a des les souvenirs. déserts, il y a les déserts de Talampaya, il y a plein de choses, tu vois. Donc, tout, si tu veux, tout euh, mon univers, c'est ce que je ressens quand je voyage, et puis après, qui font partie de mon subconscient et qui ressortent à des moments où je ne sais pas, tu vois. Donc, je peux pas dire ça. D'où je me suis inspirée. Je te dirais, je me suis pas inspirée. J'ai fait des dessins et Comment tu la nommes, celle-ci? j'ai envie de l'appeler le soleil noir. Pourquoi? Mais parce que c'est comme un soleil. Elle est dans l'espace, tu Oui, vois. Elle a ce grand vide. d'accord. Elle est dans l'espace et elle est noire et elle a quand même ce côté un peu, côté rouge là, qui fait comme qui pourrait être un peu comme une lumière, tu vois. Je ferai un hommage à Torres Agüero, mon mari, qui est mort, tu vois, et qui travaillait sur les lignes. Et tu vois, ça c'est des lignes, voilà. Tu vois. Donc ça, je Ces grandes l'appellerai lignes qui hommage à sont Torres Agüero. très représentatives de son travail. Voilà, ouais, actuel. Oui. Aujourd'hui, tu te trouves dans ce très bel espace qui est chez toi, Monique. Oui. Je vois que tu as de très belles pièces de designer. On le voit notamment à ton beau tapis, Polyakov, suspension mouille. J'arrive. Oui, oui, tout à fait. Et alors, je voulais savoir, est-ce que tu les as fréquentés personnellement Non. Est-ce que tu as eu un lien étroit jamais? Je ne les ai pas fréquentés, mais je me suis mariée dans les années 60 et c'était la grande époque du mobilier international à Paris. Et mon mari, qui était un ami d'école, tu vois, on s'est connus à l'école, aux arts décoratifs, Ton a choisi la mari branche. qui se nommait comment? Paul-Henri Gattrou. D'accord. Paul-Henri Gattrou, lui, il a choisi la ligne de design. Donc, il était très branché sur le design et moi, je suis allée vers la sculpture. Voilà. Si tu veux, en faisant la même école, les dernières années, lui est parti sur le design et moi sur l'art, la peinture. Voilà, la peinture et après la sculpture, tu vois. Mais comme il était très brillant, c'était un type assez brillant, il a eu une bourse de l'industrie et du commerce, tu vois, du ministère de l'Industrie et du Commerce, pour aller à New York et puis pour étudier le design. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de designers. Il y avait Talon, il y avait Paulin, on était avec Mourgue, je ne sais pas si tu as connu Mourgue, qui avait des chaises, des fauteuils pour Airborne. Bon, c'était un camarade d'école. On était avec... il n'y avait pas beaucoup sur le marché. Le design en France était plutôt complètement out. Donc on est parti là-bas pendant un an pour travailler, pour étudier le design là-bas, pour faire un travail sur le design. Une formation ou Non, c'était pour dire ce que... Pour créer sur place. Voilà, pour voir ce que c'était et pour pouvoir après à Paris essayer de promouvoir le design. Voilà, c'était un petit peu l'idée du ministère de l'Industrie. Et nous sommes rentrés en France. Et là, en France, il a eu tout de suite un poste comme il avait ses références et qu'il avait un gros bagou, tu vois, il savait... Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait exactement, Monique, si tu peux Alors, lui, il a travaillé, donc il a commencé à travailler, il a eu tout de suite un poste de directeur dans une fabrique de meubles de bureau qui s'appelait MT à l'époque, je crois. Ouais. Donc, dont un des présidents était Renault, les voitures Renault. Donc, il a eu tout de suite un poste là et il a fait, parce que si tu veux, la théorie du design qu'il avait à l'époque, c'était on fait le papier à lettres et on va jusqu'à l'usine. C'est-à-dire qu'on dessine tout, plus le mobilier, tu vois. Donc, avec cette théorie-là, il a travaillé là dans cette usine, il a remonté le niveau de l'usine qui faisait des meubles, tu vois, avant la guerre, comme ça. Et il a été très bien vu et ça marchait très bien. Donc après ça, le Renault a vendu la société et alors on lui a proposé de rejoindre le groupe Philips. Et puis en 1980, j'ai représenté la France à la Biennale d'Alexandrie. J'ai gagné le premier prix. Donc, et le grand prix a été gagné par Pomodoro. Tu connais l'italien. Donc moi j'ai eu le premier prix. Et en 80, c'était janvier 80,
Et après, je l'ai quitté. En février, je l'ai quitté. Et je suis partie avec Teresa Guerrero, un peintre argentin qui était mon voisin d'atelier. Voilà. Ça faisait un moment que j'étais un peu avec. Donc, Est-ce que ce Grand Prix t'a aidé concrètement le Grand Prix m'a aidé, si tu veux, à me séparer un peu de mon mari parce que il l'a pris mal, tu vois. Il a dit ah oui, tu vas dans ton atelier, tout ça, Teresa Guerrero. Et sur l'aspect professionnel L'aspect professionnel, je vais te dire, en termes d'impulsion pour ta carrière. Ça m'aurait donné si j'étais restée en France, mais j'en ai profité là pour partir en Argentine. Donc 6 mois après, on partait en Argentine, on s'installait là-bas. Et là-bas, c'est vrai que venant de France, française, j'avais l'appui de l'ambassade de France, j'avais l'appui de tout le milieu français. Et j'avais gagné un grand prix pour la France, donc j'étais très bien accueillie, tu vois. Donc les portes se sont ouvertes, et puis avec Teresa Guerrero, qui était déjà connue dans ce pays, qui avait été un des grands peintres chéris du pays, tu vois, et qui avait quitté ça en 1960 pour rejoindre le Paris, pour rejoindre le mouvement latino-américain de Paris. Donc on a démarré là-bas à zéro, et en 5 ans, on s'est fait une maison, un appartement, enfin, ça marchait très bien, tu vois. Donc j'ai jamais regretté d'avoir quitté mon mari, Paris, tu vois, j'ai jamais regretté. Donc j'étais très bien là-bas, vraiment, j'étais accueillie, mais j'ai perdu, si tu veux, l'intérêt du Grand Prix que j'avais gagné en France, pour la France. Et combien d'années tu es restée là-bas Alors, donc on est resté 9 ans. Et puis je lui ai dit, j'en ai assez, je veux rentrer en France. Bon, tu veux rentrer en France. Là-dessus, il avait aidé, nous avons aidé tous les deux, un candidat qui voulait être président argentin, et qui était une relation, si tu veux, sa maman, Leopoldo Teresa Guerrero, avait été le professeur de ce monsieur qui était un avocat, qui était devenu avocat, et qui avait une grosse admiration pour la famille Teresa Guerrero, puisque ça avait été sa professeur, et qu'il avait été très aimé par ce professeur. Donc, là-dessus, on lui a fait son lobby, tu vois, lobby. Moi, je recevais l'ambassadeur de France, je recevais les gens comme ça, chez moi, tu vois, pas du tout officiel. Et bon, donc, il a gagné, bien entendu. Alors, Léo lui avait dit, je te ferai ta politique culturelle pour le gouvernement argentin. Vous étiez engagé fortement dans la politique. Voilà, dans la politique argentine. Hein. Là-dessus, moi j'ai dit je veux aller à Paris, je veux retourner à Paris. C'était un caprice encore, mais je pense que j'avais raison, tu vois. Alors, il a été nommé attaché culturel à l'ambassade argentine à Paris, puis au CNRS, tu vois, culturel et après ambassadeur à l'UNESCO. Voilà. Donc, si tu veux, moi j'avais besoin de retrouver Paris, et là j'ai recommencé à exposer à Paris, j'ai recommencé à retrouver mes empreintes, tu vois, mes lieux. Alors là, Monique, je voulais qu'on parle de tes actualités sur un plan économique. Comment tu te situerais aujourd'hui sur le marché de l'art? C'est très difficile à dire parce que je travaille surtout avec des galeries. Les galeries ne me disent pas à qui ils vendent mes œuvres, et à quel prix. Donc moi j'ai mon prix de travail, si tu veux, mon prix de revient vaguement que je donne, et après la galerie elle vend le prix qu'elle veut. Donc je ne sais pas à quel prix ça se vend. Ce que je peux dire, c'est que j'ai une collectionneuse, il y a eu une succession, c'était une de mes meilleures collectionneuses qui m'avait acheté beaucoup de sculptures, et entre autres une très grande sculpture dans les années 85, 86. Et elle est morte, et la succession a vendu la sculpture. Et la sculpture a fait, en salle des ventes à Drouot, a fait 36 000 euros. La Gazette de Drouot m'a félicité, voilà, parce que je ne suis pas une habituée des ventes publiques. Donc,
Et ça s'est vendu un 31 décembre à Cannes. Donc je pensais que ça serait une catastrophe, que j'en étais malade à l'idée, mais non, ça s'est bien vendu quand même. C'est une matière quand même qui coûte cher. Le plexiglas coûte cher. C'est dur à travailler. Il faut un matériel quand même important. Tu as vu dans le film, tu as vu dans Coûteux l'atelier, c'est coûteux, et lourd. Ouais. c'est coûteux, c'est un travail long. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance pour continuer à travailler cette matière. Donc, ce qui expliquerait qu'il y a très peu d'artistes qui me suivent, qui me copient et qui veulent faire comme moi, parce que c'est pas très rentable pour l'artiste pour le moment, tu vois. Tu connais aujourd'hui des artistes qui font un peu les mêmes choses que toi ou Écoute, moi j'ai l'habitude de faire les foires, les grandes est-ce expositions, que j'en ai tu as pu jamais vu. voir en salon, non? J'en ai jamais vu. J'ai des gens qui ont travaillé avec moi qui essayent de faire, mais enfin ça n'arrive, ça va pas très loin. Tu vois. J'ai remarqué en Argentine une jeune femme qui fait des choses très intéressantes, petites, des petites choses, mais qui essaye de faire. Mais tu sais, il y en a pas beaucoup, non, il y en a pas. Il y en a pas. Les grands c'est César, Fari, qui ont travaillé les plastiques. Ben, Fari n'a pas fait ce que je fais. Il mettait dans des casiers, je dirais, en plexiglas, il mettait des assiettes, des fourchettes, des pinceaux, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est pas le cas. Moi, je crée tout ce que je mets dans la sculpture, je le crée. Donc, c'est autre chose. C'est une autre conception. Et il s'appelle César, que j'admire beaucoup, qui pour moi est un des grands artistes. Ben, avec César, il a pas fait ça. Non, je pense que même si on regarde sur Internet, je cherche de temps en temps pour voir si je trouve quelqu'un qui me copie, mais je trouve pas. Je suis déçue parce que je voudrais bien avoir des gens qui me suivent et que ça forme comme une école, mais c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas du tout, non. Et quelle galerie t'as le plus valorisé Si tu veux, j'étais quand même chez Paul Facchetti dans les années 80 quand j'ai eu le Grand Prix de sculpture à Alexandrie. J'étais dans la galerie de Paul Facchetti qui m'avait exposé à Zurich, au musée de la Chaux-de-Fonds en Suisse, Zurich, oui. Donc, et qui m'avait exposé à Paris, à la FIAC à Paris, dans sa galerie rue de l'Université. Donc, c'était quand même une des grandes galeries à l'époque, dans les années 80, Paul Facchetti. Après, j'ai eu un creux, puisque j'étais en Argentine, un vide. Et, et celle qui m'a remis sur le marché, c'est Hélène Greiner, qui était rue de Bonne et rue de Lille, euh, et, et aussi boulevard Raspail. C'est une des galeries, c'était une femme extraordinaire avec qui je m'entendais très bien et qui m'a remis vraiment sur le marché. Et après, Yves Gastou, et maintenant Victor Gastou. Où j'étais dans toutes les grandes expositions biennales, Biennale de Paris, Donc on peut dire qu'il y a eu quand même deux grosses galeries qui t'ont valorisé, la galerie Barthel Greiner et la galerie Gassot aujourd'hui. La Brafa à Bruxelles, donc tous les ans j'y étais. Donc non, j'ai été très soutenue par les deux galeries. Et puis en Argentine, j'étais dans les meilleures galeries, bien entendu. Mais l'Argentine, c'est au bout du monde. Alors, tu vois, avant que ça revienne en France, c'est le bout du monde. Hein. Voilà. Donc tous les Argentins, ils rêvent d'exposer à Paris, tu vois, ils rêvent pas d'exposer en Argentine. Là, je suis connue en Argentine, plus qu'en France. Et là, quelles sont aujourd'hui tes actualités en termes d'exposition, projets à venir? Alors, projet à venir, je vais exposer le 5 et 6, le 6 au Touquet, qui quand même c'est une ville qui est très en vogue. Nous avons notre président qui a un appartement ou une maison, je ne sais plus. Donc, je vais exposer au Touquet. C'est une biennale de sculpture. J'étais invitée, voilà. Donc, j'y vais la semaine prochaine. Voilà. Il y aura un prix, et le prix, on saura ça le 21. Donc, je vous dirai si je suis dans les gagnantes ou pas. Enfin, on espère, on croise les doigts. Et puis après, je vais exposer le 30 mai à la galerie Yves Gastou, 12 rue Bonaparte. Voilà.
Donc, un peu les sculptures que vous avez vues là, au début, dans le film, sont les dernières sculptures. Et après, j'ai un projet avec 2 autres peintres d'exposer, faire une grande, c'est un grand musée en Pologne, à Varsovie, près de Varsovie, où on espère exposer là en 25, oui, en 25, en 2025, l'année prochaine. Voilà. Pour le moment, je n'ai rien d'autre. Donc, c'est que du positif. Ouais. Ouais. Et je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil par rapport aux jeunes artistes, artistes émergents qui aimeraient débuter Moi, dans le milieu de l'art. je leur dirais qu'il faut avoir beaucoup de persévérance. Oui, Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'innover. Et puis, de la persévérance et du travail. Sans travail, tu n'arrives pas. Tu sais. C'est au cours des années, c'est au cours de beaucoup de travail que tu arrives à créer une œuvre. Elle vient pas comme ça, à 20 ans, 25 ans, comme ça, tu crois que tu es génial, c'est pas vrai. C'est pas génial. Non. Il faut du travail. Et à un moment, ça éclate. À un moment, ça sort. J'ai une directrice de musée. Elle était directrice du musée de Grenoble. C'est un grand musée, le musée de Grenoble. Et elle m'avait dit, Monique, il faut durer dans le temps. C'est dans le temps qu'on voit les artistes. C'est pas quand ils ont 20 ans, tu vois. Dans le temps. Il faut pouvoir durer, elle me dit. Et je crois que c'est vrai, ça. d'accord. Et en conclusion, quel bilan tires-tu de cette longue carrière que tu as pu avoir, de ton rapport même quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui Si tu veux, j'ai eu la chance d'avoir un premier mari qui aimait ce que je faisais, qui croyait en moi, qui disait ça sera notre retraite. Il croyait en moi et il m'a soutenu. Il m'a soutenu, il m'achetait tout ce qu'il fallait. Donc, je vendais pas, je travaillais, je vendais pas, j'exposais. J'ai toujours trouvé des galeries qui m'exposaient. J'ai jamais été, j'allais quelque part, j'étais prise tout de suite, tu vois. Je pouvais faire ce que je voulais. Si tu veux, j'ai eu cette chance de pas être commerciale, de pas travailler pour vendre, mais de faire ce que j'aimais et comme je le sentais. Donc ça, c'est un privilège, on peut dire C'est un grand aujourd'hui. privilège. Ouais. Moi, je trouve que j'étais très privilégiée. Je dis, j'étais une privilégiée. C'est pour ça que je dis aux jeunes artistes, si vous n'avez pas derrière vous des gens pour vous soutenir, faites attention. D'accord, intéressant. Bah, merci beaucoup, Monique, en tout cas, pour cette interview. C'est moi qui te remercie, Valentine. Et j'espère à très vite sur de prochains salons, expositions, Voilà. de prochains projets Avec où grand on te plaisir. verra. Avec grand Merci à plaisir. toi, Monique. À bientôt, À bientôt. Valentine.